Avant de commencer, je tiens particulièrement à vous souhaiter une très bonne année 2022, une très bonne année, une très bonne santé, surtout la santé, c'est très important, surtout pas les temps qui courent, et voilà, que du bonheur. Normalement, la vidéo qui va suivre devait sortir le 31 décembre, comme d'habitude, mais le truc c'est qu'en plein tournage, j'étais tombé malade, j'avais la gorge qui me grattait, et voilà, c'était compliqué de tourner dans de telles conditions. Donc, à l'heure où je vous parle, on est déjà le 1er janvier 2022 et je pense que cette vidéo sortira courant cette semaine. J'avais déjà fini de tourner le flop et j'attends un peu pour finir de tourner le reste. Et à l'heure où vous entendez ce message, la vidéo est déjà prête. Donc voilà, j'espère que vous comprenez la situation. Il y aura d'autres vidéos qui sortent prochainement, comme à l'accoutumée. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc du coup, je vous souhaite encore une fois une très bonne année, une très bonne santé, plein de bonheur, plein de bonnes résolutions. Donc voilà, en espérant que tout ira bien pour nous en 2022. Salut à tous. Voilà la troisième fois que je vous propose un bilan de tout ce qui a été fait cette année, c'est-à-dire les films que j'ai aimés, les films que j'ai détestés, etc. Vous connaissez la tradition. Et c'est à la fois un grand plaisir et en même temps un calvaire. Un calvaire dans le sens où cette fois-ci, comparé à l'année dernière où il y avait peu de choix puisqu'il y avait la pandémie, donc vous connaissez la musique. Là, cette fois-ci, on avait plus de choix puisque, vous le savez, les cinémas ont réouvert depuis mai ou juin, je me rappelle plus c'était quand. On a parlé de la majorité des films et également des séries, mais bon, j'ai choisi de ne pas faire le flop top des séries parce que parce que j'estime que j'ai pas assez de matière. On avait parlé des films qui soient sortis soit au cinéma, soit sur les plateformes de streaming. Et comme d'habitude, il y a eu plus de bonnes surprises plutôt que des merdes. Et encore heureux d'ailleurs. C'est pour ça mes chers amis que, comme de coutume, on va entrecouper cette vidéo en partie flop et en partie top, conformément à l'édition précédente. Sauf que cette fois-ci, il y aura 6 flops au lieu de 4 et 8 au lieu de 6. Ouais, plus de films pour plus de plaisir. Ne me remerciez pas. Mais avant de parler des films que j'ai le plus détestés de cette année, et alors là, attention, je parle bien des films que j'ai détestés, ce qui ne veut pas dire que tous les films sont mauvais. Il y a bien entendu de bonnes propositions, notamment une seule. Mais par contre, pour le reste, je vous garantis que c'est tellement pourri au point de ne pas y passer plus d'une minute. Bref, avant de commencer le classement, comme le veut la tradition, quelques mentions spéciales. Godzilla vs Kong, que j'ai vu dans des conditions particulières parce que j'étais dans l'avion et c'était le 3e film que je regardais avant d'arriver au bled, en Martinique, pour ceux qui ne savent pas. J'avais seulement vu une petite partie du film, notamment le début et vers la fin, soit ce pourquoi on est tous venus voir Godzilla vs Kong, à savoir le plus grand match de boxe de kaiju, à savoir Godzilla et King Kong, et plus un boss final à la fin. Et dans de telles conditions, je ne peux pas me permettre d'émettre un jugement, mais en tout cas, moi, c'est pas vraiment un film qui m'a vraiment marqué. Tout ce que j'ai retenu de ce film, c'est juste un film de kaiju et rien d'autre. Voilà. On n'est pas là pour voir des scénarios très aboutis, et encore moins quand il s'agit de monstres qui se battent, qui s'amusent à foutre le bordel dans la ville. Ensuite, il y a Venom 2 que j'ai pas encore vu, mais vu la catastrophe du premier, visiblement, ça m'a pas l'air un peu très folichon, et ça ne m'a pas trop donné envie de voir ce film. Pareil pour Resident Evil, dont de base, la série de jeux ne m'intéresse pas, alors que je suis un fanboy de Capcom. Voilà, je pense que c'est tout, et je peux pas me permettre de faire un jugement tant que j'ai pas vu le film. Ça, je vous l'ai déjà dit l'année dernière. Mais bref, assez parlé de ça, on va passer aux choses sérieuses, et on va bien entendu commencer par le premier film que j'ai détesté et qui est sorti en 2021. À commencer par Titane de Julie Ducournau. Alors, il faut que je vous dise, ce film, Titane, c'est le premier film de la réalisatrice que j'ai vu, et juste après, je me suis intéressé à Grave. Julie Ducournau, je trouve que c'est une réalisatrice qui porte ses couilles. Enfin bon, elle en a peut-être pas, en tout cas pas que je sache, mais bon, je pense que vous avez saisi l'idée. C'est l'une des réalisateurs que j'ai découvert cette année. Elle m'a vraiment marqué par son univers, et à savoir un univers funeste, horrifique. Quand j'ai regardé Grave, j'étais sous plusieurs états. Comme par exemple le dégoût, la fascination, la stupeur, l'admiration. Alors que pour rappel, de base, les films d'horreur, c'est pas ma tasse de thé. Et pourtant, je pense que c'est le premier film d'horreur français que j'ai vu. Et c'était vraiment plaisant à regarder quand même. J'ai bien aimé le personnage principal, dont l'actrice rejouera dans Titane, mais pas en tant que personnage principal cette fois. Donc voilà, c'était glauque, ça vous fout mal à l'aise, et pourtant, tu es quand même stupéfait devant une telle œuvre. Et si dans Grave, il est question de cannibalisme, dans Titane, je dirais que c'est un peu particulier, puisque ce film raconte l'histoire d'une jeune femme qui, suite à un accident, se voit implanter une plaque de titane au niveau du crâne. Un peu plus tard, elle deviendra une gogo danseuse, et son passe-temps favori, c'est de baiser une voiture. Voilà. Ouais, j'avoue que la première fois que j'avais vu ça, j'ai cru qu'elle se masturbait dans la voiture. Mais non, en fait, elle baisait vraiment avec la voiture. Et ça, c'était aussi bizarre que couillu. Ajoutez à ça la patte visuelle et graphique de Julie Ducournau, des scènes violentes qui te foutent mal à l'aise, d'où le interdit au moins de 16 ans, et très justifié en plus parce que c'est vraiment irregardable. Bref, un ovni du cinéma français qui porte ses couilles sur la table et qui propose une thématique très fascinante, à savoir le body horror. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais Giorgio, si tu trouves ce film fascinant, comment ça se fait que ce film se trouve dans ce flop? Eh bien, tout simplement parce que si la première partie du film et surtout la toute fin du film
j'ai assez apprécié. Et ben tout le reste du film, qui dure en moyenne 2 heures ou peut-être plus, je sais plus, bah franchement c'était d'un ennui total, notamment à partir de la seconde partie où on retrouve Vincent Landon. Alors je ne remets pas en question la prestation de ce dernier, qui est vraiment absolument bien, sans dire magistral, parce que sinon ça serait hypocrite de ma part. Mais voilà, je trouve que ça a été un peu long, ça traîne en longueur, ça fait... je sais pas, j'ai l'impression que ça ralentit un peu l'intégralité du long métrage qui pourtant a bien démarré à cause de l'absurdité de la chose, de l'absurdité de la situation de l'héroïne. Évidemment, il y a plus d'émotions dans la seconde partie du film, et je sais pas, c'était pas... Je me suis vachement ennuyé devant. J'ajouterais même que je m'étais pas trop attaché au personnage d'Agathe Roussel, qui pourtant signe son premier rôle. L'actrice en elle-même, je n'ai rien à dire, elle livre une bonne performance, une très bonne même. Et voilà, suivre les mésaventures d'une tueuse en série qui tue juste comme ça, sans aucune raison valable. Ouais, même s'il y a des scènes qui l'ont justifié, j'ai pas trop aimé suivre ce personnage. Alors attention, encore une fois, la qualité du film, je ne le remets pas en question, puisque ça lui a quand même valu sa palme d'or. Et ben malheureusement pour moi, malgré toutes les qualités que j'ai évoquées au sujet de ce film, bah la magie n'a pas trop opéré. Désolé. Numéro 5. Tom et Jerry de Team Story. Alors à la base, ce film, j'en avais strictement rien à cirer. Et pourtant, ça fait partie d'une série animée que je n'arrêtais pas de regarder que lorsqu'il passait sur Canal+. Vous savez, l'émission avec Philippe Dana. Alors, bien entendu, j'ai regardé les cartoons, j'ai regardé le film de 1992 qui était discutable au niveau qualitatif, même s'il y a des choses que j'ai appréciées dans ce film. Et ne me frappez pas s'il vous plaît, mais j'ai plutôt aimé quand Tom et Jerry ils parlent. Je sais pas pour vous, mais quand j'étais gamin, ça m'a plu. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Mais bref, Tom et Jerry 2021, j'en avais strictement rien à branler. Et pourtant, j'ai eu le temps de regarder, et pour la simple et bonne raison que c'est le second film que j'ai vu dans l'avion. Alors, je suis bien conscient que c'est un film qui s'adresse aux gamins également, et c'est justement ça le problème. Je sais pas, quand j'ai vu ce film, j'ai eu l'impression de me retrouver devant, devant un film de Disney Channel. L'histoire, pour vous la faire courte, c'est Jerry qui héberge un hôtel de luxe, et Tom a été engagé en tant que groom afin de chasser Jerry. Voilà. Bon, on va éviter de parler du scénario parce que, évidemment, c'est pas pour ça qu'on va voir Tom et Jerry. Passer ce détail, tu te dis que ça devrait passer. Mais voilà, le problème, c'est que tout l'ensemble est très fade. On va passer rapidement sur le mélange animation et prise de vue réelle, qui est certes assez bien réalisé, mais qui ne vaut tout de même pas Roger Rabbit, qui pourtant est sorti il y a 30 ans. Enfin, plus de 30 ans précisément. Comme je vous l'ai dit, les acteurs qui sortent droit du Disney Channel, donc je ne peux pas vous dire lesquels, mais il y en a une en particulier qui joue très mal, notamment la blonde. Par contre, Michael Peña, je dois vous avouer que j'ai un peu ri avec lui. Mais bon, après, c'est les interprétations, c'est dans l'ensemble, c'est pas trop top. Et si tu ajoutes à ça la dernière chose que je voudrais voir dans une comédie, et encore plus dans d'autres films qui ne sont pas appropriés, on entend un personnage en train de lâcher des caisses. Putain, j'ai horreur de ça. Alors je sais pas, c'est devenu une mode de faire des blagues pipi popo dans une comédie, que ce soit une comédie pour enfants, que ce soit une autre comédie de notre genre. C'est vulgaire, c'est con, c'est dégueu, c'est régressif. Bref, Tom et Jerry, même si c'était un film pour enfants, bah, c'est pas le film que je recommanderais à mon gamin si j'en avais un. Numéro 4. Black Widow de Kate Shortland. Alors attention, pour la première fois de l'histoire de la chaîne, on va parler d'un film de super-héros qui figure dans un flop, et qui plus est un film issu de l'univers cinématographique de Marvel. Alors, l'année dernière, on avait parlé rapidement des Nouveaux Mutants, et là, cette fois-ci, il est question de Black Widow, un film que j'attendais pas trop, et pourtant, j'aime beaucoup le personnage de Black Widow. Surtout lorsqu'elle est interprétée par Scarlett Johansson. Déjà, j'aime beaucoup cette actrice, en plus de ça, j'aime beaucoup son interprétation depuis Iron Man 2, et depuis, son image ne m'a plus détaché de l'esprit. Et je vous avais parlé rapidement de la critique de Shang-Chi, et je vous ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles j'ai pas trop aimé ce film, et je vais pas revenir dessus. On avait parlé rapidement de l'apparition de la famille, la seconde apparition, puisque on les voyait au début du film, notamment lorsque Natasha et sa sœur adoptive étaient enfants. Et pourtant, c'est un film qui a pourtant bien démarré, ne serait-ce que pour la partie espionnage du film. Dans cette partie-là, les scènes d'action sont plutôt bien faites, et je trouve que la seconde veuve noire, interprétée par Florence Pugh, je trouve qu'elle a vraiment de la présence, et en plus, j'ai pas encore vu les autres séries Marvel en dehors de WandaVision, mais plus je pense, plus je me dis qu'il faut que je trouve le temps de les regarder tellement la nouvelle veuve noire est très bien pour moi. Seulement voilà, comme je vous l'ai dit, à partir de l'apparition de la famille, notamment le père de famille, qui lui aussi est un espion, qui plus tard s'avère être le Captain America de version communisme, ouais, pas trop fan, et en plus de ça, l'humour de ce film est particulièrement relou. Et ce même humour est associé au père de famille. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop d'attachement envers ce personnage. Et tout ce qui a suivi après, ben, il n'y avait plus du tout la même énergie. Genre, je sais pas, c'est devenu mou, et c'était pas aussi spectaculaire qu'on attendait, et pourtant, c'est ça qu'on attend surtout dans un film de Black Widow, et surtout sa dernière apparition, au vu de ce qui s'est passé dans les précédents films. Et la bataille finale entre Black Widow et les autres Black Widow, ouais,
c'était bien, l'idée était là, mais c'était pas aussi spectaculaire qu'on attendait. Et si tu ajoutes à ça les problèmes entre la production et Scarlett Johansson, je vais pas entrer dans les détails. Mais bref, on va pas y passer des heures. Black Widow, un film qui est censé être le barreau d'honneur pour le personnage de Natasha Romanoff. Et pourtant, j'avais pas trop de grosses attentes, mais il s'avère plus un pétard mouillé plutôt qu'un un feu d'artifice, un bouquet final. Quel putain de gâchis, mes amis. Numéro 3. Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins. Dans la catégorie des pires films super-héroïques de 2021, j'ai pioché le frère et maintenant je pioche la petite sœur. Ouais, je sais, elle était déjà faite celle-là, mais on s'en bat les steaks. Le premier Wonder Woman, je l'ai plutôt bien apprécié, notamment grâce à la prestation de Gal Gadot, que j'ai découvert dans Fast and Furious 5 et 6. Elle a déjà fait son apparition dans Batman v Superman, un film que j'ai beaucoup apprécié, et cette fois-ci, elle a eu droit à sa propre série de films. Je me rappelle à peine du premier film, mais je trouve que c'est un film qui met bien en valeur Wonder Woman. J'ai pris plaisir à la suivre lorsqu'elle était guerrière Amazon, j'ai pris plaisir quand elle s'est mise en couple avec le personnage de Chris Pine, même si bon, quelque part c'était un peu neuneux, sans oublier l'excellent thème de Wonder Woman. Bref, ce n'est pas un film que je considère comme excellent, mais je vais pas vous cacher, j'ai passé un bon moment, hormis la fin qui je sais pas, le message de l'amour qui me semble un peu forcé. Et le message de ce genre, ce sera répété dans le prochain film. En pire. Bon, comme vous l'avez compris à travers le titre, on suit Wonder Woman en 1984. Elle est devenue directrice d'un musée ou quelque chose dans le genre, et à un moment, elle a trouvé un objet qui permet d'exaucer les vœux, et l'objet en question a réalisé le souhait de Diana, le véritable nom de Wonder Woman. Et lorsque Pedro Pascal, en tant que méchant du film, a entendu parler de ce pouvoir, eh ben, il s'en empare et ça va créer des catastrophes, comme vous l'avez sans doute compris. Bon, alors ce film, je pense que je lui ferai les mêmes reproches que pour OSS 117.3, c'est-à-dire que le film est censé se passer en 1980, et à aucun moment, je n'ai ressenti l'ambiance des années 80, et plus précisément l'année 1984. Hormis les styles vestimentaires de Kristen Wiig dans le rôle de Cheetah, de son vrai nom Barbara. Je me rappelle pas d'une seule scène qui transpire les années 80, en plus de ça, les scènes d'action ne sont pas très mémorables. Encore une fois, le message final qui est super forcé, et en plus ça dure des plombs. Alors, il faut que je vous avoue un truc concernant Pedro Pascal. Autant dans Game of Thrones, je l'ai plutôt apprécié. Autant dans le rôle du Mandalorien, bah, il m'a vraiment marqué cette fois-ci. Et après avoir vu Wonder Woman 1984, tout a été remis en question. Un PDG endetté qui veut prendre soin de son gosse, et pourtant, à côté, ça l'empêche pas de vouloir dominer le monde par le biais d'un objet qui exauce des vœux. Ouais, j'avoue, j'ai pas trop été convaincu du personnage, tellement il est fade. En plus de ça, sa prestation, c'était pas top. Et il y a un autre truc qui m'agace avec ce film, c'est par rapport au personnage de Cheetah. Bon, je vais spoiler un tout petit peu, mais c'est pas grave de toute façon. Si vous n'avez pas vu Wonder Woman 1984, bah vous n'avez rien raté sûrement. Mais comment ça se fait qu'à la fin du film, Barbara, qui s'est battue contre Wonder Woman, dans l'état de Cheetah, c'est-à-dire une féline humanoïde, comme dans le comics, et à la fin du combat, et une fois que tout est réglé, elle se retrouve pas entièrement à poil. Bah je sais pas moi, elle était entièrement en fourrure, donc forcément elle ne portait rien du tout. Va chercher la logique. Mais au lieu de ça, on la voit avec des vêtements déchirés, qui de surcroît ne sont pas les mêmes que ce qu'elle portait avant sa transmutation. Bref, je pense que c'est la seule chose que j'ai retenue de ce film, donc je retiendrai que Barbara, en fin de compte, même si au début j'ai apprécié son personnage, puisque au départ c'était une fugitive, qui une fois s'est fait agresser par un mec, et qui plus tard prendra sa revanche, ce qui est en quelque sorte satisfaisant. Hashtag MeToo les gars. Mais voilà, passé ce détail, Wonder Woman, je l'ai quasiment oublié, tellement il a fait des décisions un peu connes. Et donc voilà, Wonder Woman 1984, allez-y si vous voulez, mais moi perso, une seule fois m'a suffi, et le fait de l'avoir vu en avion, c'était vraiment une bonne chose parce que ça m'a évité de perdre 9,99€. C'est bien sûr le prix est exact. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 2. Thunder Force de Ben Falcon. Quoi, encore un film de super-héros? Putain, mais c'est vraiment la galastre là. Bon, je ne vais pas y passer des heures parce que j'ai déjà abordé le sujet. Mais ce film, je me demande même pourquoi est-ce qu'il a existé. Alors, quand j'ai vu ce titre pour la première fois, bah, je m'étais dit que c'était une adaptation d'un jeu vidéo de Shoot'em Up qui portait le même nom, je déconne pas. Et pourtant, il n'en est rien du tout. C'est un film de super-héros signé Netflix, et bon, j'ai pas grand chose à dire de ce film en fait. Tout dans le film ne va pas du tout, que ce soit en termes de scénario, même si bon, on n'attend rien du tout de ce côté-là. Les interprètes, Melissa McCarthy, Octavia Spencer et tout le tralala. Les scènes d'action, les blagues pourries, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un film qui n'est même pas recommandable, c'est tout. On ne peut même pas le considérer comme un coup d'essai. C'est totalement dégénéré, et encore une fois, la référence à Steve Urkel, bah... c'était vraiment pourri, quoi. Aussi démodé que pourri. Bref, rien à sauver, ce film est une merde en barre. Allez, passons à la dernière tâche qu'on en finisse. Numéro 1. Maman, j'ai raté l'avion, entre parenthèses, ça recommence, de Dan Meiser. Eh ben dis donc, mais c'était long, hein. Alors pareil, on avait déjà parlé précédemment, mais ce film, pareil, c'est absolument pas à voir. On sait déjà que le premier film, réalisé par Chris Columbus, est un classique indémodable, intemporel, et sa suite, même si le concept se répète un petit peu, même si on voyage tout de même à New York,
Eh ben, personnellement, j'ai trouvé plus satisfaisant par rapport au premier. Le troisième film, je n'ai vu que la fin, mais bon, on sait déjà que c'est un film qui ne marquera pas les annales, ou dans les annales, je ne sais pas comment ça se dit. Les deux films suivants, je dois la mettre, je ne l'ai pas encore vu, et vu la jaquette, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'attarder. Et enfin, le sixième film, qui, à tort, est considéré comme un spin-off de la saga. Comme je l'ai dit dans la critique originelle, hormis Ellie Kemper, qui est mon actrice préférée, y a rien qui va dans ce film. Tout est foireux. Un téléfilm de bas de gamme qui se contente de rusher le processus de Max qui se remet rapidement de l'absence de la famille. Certains gags du premier film, version low cost, de l'humour prout que même les deux premiers films ne font pas. Et voilà, même si on peut quand même saluer le scénario qui met en valeur les cambrioleurs, qui eux sont de bonnes personnes cette fois, et bien dans tout l'ensemble c'était complètement naze. Mais surtout, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que, hormis le frère de Kevin McAllister qui est apparu en tant que flic, et bien déjà le film fait quand même référence à Kevin, et en plus de ça, le système de sécurité de la maison de Max, eh ben, ça s'appelle McAllister, et on pourrait deviner que c'est Kevin qui serait à la tête de cette entreprise. Bref, c'est un clin d'œil que j'ai plutôt apprécié, je dois le reconnaître, et la légende voudrait que Kevin, enfin, Macaulay Culkin, devait faire un caméo pour ce film, et dernièrement, il aurait refusé, et franchement, c'est pas plus mal. Bref, c'est sur ces bonnes paroles que je clôture ce flop 2021. Bon, vous l'avez compris, ce film, Maman j'ai raté l'avion, bah, c'est pas un film que je vous recommande, évidemment. Mais heureusement, comme je vous l'ai dit, il y a plus de petites pépites, comme des grosses, que de la vulgaire caillasse, quoi. Je suis très fier de ma métaphore. Mais bref, sans plus tarder, commençons de suite mon top des meilleurs films que j'ai vus en 2021. À commencer par Kaamelott d'Alexandre Astier. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose, avant d'aller voir ce film, je ne connais Kaamelott que de nom, et Dieu sait que je regrette de ne pas m'y intéresser auparavant. Tellement la série de base est incroyablement hilarante. Et pour vous résumer brièvement de ce que c'est que Kaamelott, en gros, c'est Sacré Graal, mais à la Frenchie. Voilà. Donc content d'avoir un bon humour à la française, à savoir grossier, mais à la fois sophistiqué, comme Alexandre Astier sait très bien le faire. On a droit à des personnages aussi complexes qu'intéressants. Et en plus, au fur et à mesure que la série progresse, au fur et à mesure que les saisons s'enchaînent, on rajoute un peu de fil conducteur narratif, et ça finit par aboutir vers quelque chose de plus dramatique, notamment à partir de la saison 5. Enfin, le livre 5 pour les aficionados. Et après de longues années d'attente depuis la fin du livre 6, eh bien, le premier long métrage est enfin sorti, et c'est tombé courant juillet 2021. Alors, si dès le départ, j'étais un fan inconditionnel de Kaamelott et que j'ai connu la série bien avant d'avoir vu le film, ben ce dernier n'aurait pas figuré dans mon classement parce que tellement je serais déçu par rapport à ce que la série m'avait apporté auparavant. Et comme par hasard, ironie du sort, ben j'ai découvert le film avant d'avoir découvert la série. Et donc vous comprenez bien que si Kaamelott premier volet figure dans ce classement, eh bien c'est tout parce que c'est grâce à ce film que voilà quoi, j'ai découvert Kaamelott dans sa presque totalité. Et à l'heure actuelle, j'ai pas encore lu les livres 5 et 6. Mais bon, si vous n'avez pas vu, bah, c'est pas trop grave. De la question suivante, est-ce que c'est vraiment nécessaire de connaître Kaamelott pour apprécier ce film? Eh ben, je suis la preuve vivante que non. En tant que novice par rapport à Kaamelott, j'ai découvert l'univers, j'ai découvert les personnages, j'ai découvert un minimum leur personnalité, des dialogues aussi fins que marrants, soit la marque de fabrique d'Alexandre Astier, comme c'était également le cas pour les longs métrages d'Astérix. Et après avoir vu les 4 premières saisons, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il réussit à faire le mélange de ce qui a fait la réussite des 4 premières saisons et un minimum d'éléments dramatiques, histoire de bien amener à une certaine conclusion à la série. Et si je peux lui déceler un seul défaut au film, c'est que les scènes d'action ne sont pas aussi magistrales qu'on pouvait l'espérer. Surtout quand on sait que Kaamelott premier volet était vraiment un projet très ambitieux. Mais bon, on peut très bien lui donner plusieurs reproches, ça n'empêche pas au film d'être un très bon film d'ailleurs, un film d'Alexandre Astier. On parle quand même d'un film qui a totalisé à peu près 2,5 millions d'entrées au total, à l'époque de sa sortie cinéma. Et voilà, je pourrais pas vous en dire davantage, mais si vous êtes novice à Kaamelott, allez voir ce film et enchaînez avec la série par la même occasion. Et je ne peux rien vous promettre, mais je pense qu'il y a matière à faire pas mal de vidéos dessus. Numéro 7, The Suicide Squad de James Gunn. Ok, alors, comme j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je peux pas vous en parler longuement, mais en tout cas, Suicide Squad, c'était une très bonne surprise, et franchement, c'est un film qui revient de très loin. Bon, alors c'est bien connu que Suicide Squad 2016, bah, c'est le chef-d'œuvre absolu, mais là, The Suicide Squad 2021, soit le demi-reboot, parce qu'il reprend quand même les éléments narratifs du premier film, ça pour le coup, c'est beaucoup mieux. Voire même largement mieux. À commencer par les personnages qui sont beaucoup mieux que leur version précédente, par exemple Harley Quinn ou le Capitaine Flag, le Colonel Flag, John Cena en Peacemaker, Ratmaster 2, Idris Elba en Bloodsport. Mais bref, c'est un film consacré à des super connards, et pourtant, en même temps, tu as envie de les suivre, et en même temps, tu as envie que certains d'entre eux crèvent. On apprécie également la mise en scène complètement barrée de James Gunn, non, franchement, ça, il sait bien les faire. Je pense par exemple à une scène, il y a un moment où un membre de la Suicide Squad
il va penser à sa mère, cette même mère qu'il déteste. Et quand tu vois la mère en question dans ses visions, comme par exemple tel un monstre géant comme Godzilla ou même King Kong, c'était vachement hilarant. Et d'ailleurs, je me souviens pas de vous avoir parlé de ce détail dans la critique originelle. Mais bref, on va pas traiter dessus. The Suicide Squad, une très bonne surprise et franchement une des meilleures surprises de super-héros que j'ai jamais vu. Avec entre autres la Justice League de Zack Snyder. Et pourtant, celui-là ne fait pas partie de mon top. Mais bon, rassurez-vous, celui-là, je vous en parlerai une autre fois. Peut-être pas tout de suite, mais un jour. Numéro 6, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Alors là, les gars, une masterclass. Je sais même pas si on avait déjà abordé un film japonais au sein de la chaîne. Et pourtant, j'en ai bouffé pas mal, notamment la série de Yojimbo, Battle Royale, Makai Tencho, qui est pratiquement introuvable et c'est vraiment regrettable. Bref, on n'a pas beaucoup parlé de films japonais, et pourtant, il serait grand temps d'y remédier. Mais bref, Drive My Car, ça fait partie de mes coups de cœur cinématographiques, notamment grâce à ses beaux plans, grâce à ses personnages, notamment ses deux personnages principaux, à savoir d'un côté un metteur en scène de théâtre qui se remet dans des événements tragiques, et d'un autre, sa chauffeur très introvertie, mais pas moins intéressante. Et hormis le doux plaisir d'écouter des dialogues japonais en version live, parce que d'habitude jusque-là j'ai entendu que des dialogues, mais seulement dans les animés, quand tu comprends un minimum japonais, notamment à l'écoute, tu prends plaisir à écouter des dialogues tellement c'est d'une telle beauté. Et j'aime bien aussi comment la langue japonaise est mélangée avec la langue anglaise et même la langue chinoise, la langue coréenne. Puisqu'à un moment, le metteur en scène, il va parler anglais pour certaines personnes étrangères aux japonais, et il ne parle japonais qu'à ceux qui comprennent le japonais. Parce que quand tu l'entends parler en anglais un moment, et puis après, il passe à un autre personnage qui parle japonais, et puis il lui parle en japonais, ben ça fait carrément bizarre. Mais à la fois, c'est très intéressant comme procédé. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que la pièce qu'il est en train de préparer, eh bien, c'est Oncle Vanya de Tchekhov. De la raison pour laquelle, je pense, on a admis des étrangers pour jouer la pièce. Bref, ces moments-là, je les ai appréciés. En plus de ça, les personnages sont très attachants, à commencer par le personnage principal, le metteur en scène. Il y a pas mal de thématiques qui sont présentées, comme par exemple l'aspiration, le deuil, l'infidélité. Il y a des situations des personnages qui prennent des tournures inattendues. Il y a même un truc que j'ai trouvé cocasse aussi, c'est que il a fallu des scènes de queue pour trouver l'inspiration pour écrire une pièce ou je ne sais quoi. Bref, je n'en dis pas plus, mais le seul problème que j'ai trouvé au film, c'est que 3 heures, c'est très long. Mais bref, ne chipotons pas, Drive My Car, c'est vraiment une bonne surprise, et je ne peux que vous recommander d'aller le voir. Numéro 5, Malcolm et Marie de Sam Levinson. Alors là, pareil, c'est une claque visuelle autant qu'une claque narrative. Déjà, le parti pris de tout filmer en noir et blanc, ça rajoute, je sais pas, de la sensualité, pas mal de charme au film, un peu de poésie. C'est sans compter les interprètes de Malcolm et Marie, qui sont Zendaya et John David Washington. Ça va, je peux pas redire tous les noms non plus. Au niveau des émotions, dans ce film, tu retrouves presque tout, comme par exemple le désir, la colère, est-ce que ça va finir en bagarre, est-ce que ça va finir par une séparation. Bref, tu te poses des tas de questions quand ça se passe, ou plutôt à chaque fois que ça se passe. Un moment c'est la tempête, un moment c'est le calme, un moment c'est la tempête, un moment c'est le calme, un autre moment c'est la tempête, un autre moment c'est le calme. Bref, on s'est tous demandé comment est-ce que ça va finir, et en plus de ça, il y a une scène particulière que j'aime bien, c'est qu'à un moment, Malcolm est en train de lire un article au sujet de son film, et le mec ne supportant pas la critique, qui n'est vraiment pas constructive selon lui, bah il a pété un câble et ça c'était vraiment marrant à voir. On n'oublie pas évidemment Zendaya qui est vraiment très belle dans ce film, qu'elle soit en robe de soirée ou une petite tenue, qu'elle soit maquillée ou pas, bah c'est pareil, elle demeure toujours la plus belle, même si bon, entre nous, elle ne vaut quand même pas celle-là. Mais bref, Malcolm et Marie, une très bonne surprise encore une fois, aussi bien artistiquement que narrativement. Mais bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je préfère encore Zendaya dans ce film, plutôt que dans la trilogie Spider-Man, et même dans Dune. Et quand on parle du loup, numéro 6, Dune de Denis Villeneuve. Non, pardon, en fait c'était le 4. Alors, concernant ce film, je pense vous avoir déjà tout dit, donc je vais pas trop traîner. Mais ce film, j'ai pas besoin de vous dire que ça a été une claque visuelle. J'ai beaucoup apprécié les nouvelles versions des personnages, que ce soit Paul, Duncan ou encore le Baron. J'ai énormément pris de plaisir, en plus de ça, les effets spéciaux sont très bien faits. La musique orientale et futuriste, ça j'ai beaucoup apprécié aussi. Et un truc que je vous ai pas dit, et que j'ai apprécié d'ailleurs, c'est une nouvelle façon d'interpréter la voix. Dans le film de 1984, on a vu Paul élever la voix, telle la voix de Dieu, un peu comme dans Preacher, si vous connaissez la référence. Dans le genre, tu l'écoutes parler de manière impérative, mais avec une voix un peu robotisée, et le mec il écoute, il obéit, mais sans discuter quoi.
Et ben là, dans le film de 2021, en fait, ce n'est non plus la voix, mais la pensée plutôt. Et c'est un procédé qui en soi est très distinctif par rapport à sa première version. Et par contre, dans le bouquin, je sais pas comment ça s'est passé vraiment. J'ai acheté le livre, mais j'ai pas encore lu les quelques pages. D'ailleurs, il faut que je pense à m'y mettre. Mais bref, la nouvelle façon d'utiliser la voix de Dieu, comme moi je l'appellerais, perso, j'ai trouvé ça très intéressant et en plus de ça, ça marche. Mais bref, si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense de Dune, eh ben vous n'avez qu'à voir la critique originelle. Et voilà, vous connaissez déjà mon point de vue là-dessus. Voilà, rien d'autre à rajouter. Numéro 3, Bac Nord de Cédric Jiménez. Ok, celui-là, je voulais en faire une vidéo, mais pour une raison quelconque, je n'ai pas réussi à aboutir parce que j'avais pas vraiment grand-chose à dire. Et pourtant, ce film, quel putain de claque, les gars. Alors, beaucoup de personnes, m'ont compris, ont trouvé des similitudes par rapport au Misérable, qui est sorti il y a 2 ans déjà, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et pourtant, ce n'est pas similaire que ça si on réfléchit bien. Alors, pour vous la faire courte, Bac Nord est inspiré d'une histoire vraie, où l'on retrouve où l'on retrouve des officiers de la BAC, soit la brigade anticriminalité, et qui cherchent à sécuriser le quartier nord de Marseille. Alors bien sûr, le trio va devoir franchir la ligne jaune, à savoir qu'ils vont devoir dealer, entre guillemets, dans le but de récupérer des informations, et parfois à des buts personnels. Donc voilà, c'est tellement compliqué de vous résumer Bac Nord, tellement il y a pas mal de choses à dire dessus. Bon, alors par où commencer? Alors déjà, le scénario de base, il est plutôt bien. On parle quand même d'une brigade qui cherche à réduire le taux de criminalité. Et malgré tout ça, le système judiciaire se retourne contre eux, puisque là où dans Les Misérables, il s'agissait de contrôler les jeunes, Bac Nord, lui, il va beaucoup plus loin. Alors évidemment, il va attaquer le quartier nord de Marseille, notamment les jeunes qui sont armés jusqu'aux dents. Et la BAC a dû faire des choses au point que le système judiciaire n'approuve pas ses méthodes et qui pourtant arrive à avoir des résultats. Bref, je peux pas vous en dire davantage, mais en tout cas, le trio des acteurs, j'ai beaucoup aimé. Mention spéciale à François Civil, qui ici, c'est ghettoisé, si je puis dire. Déjà, j'aime beaucoup son style, il est beaucoup plus stock qu'avant. Je me souviens l'avoir connu dans 2 mois, où il jouait un introverti. Et là, dans Bac Nord, c'est carrément autre chose. Il a vraiment l'accent de Marseillais. Et en plus de ça, sa coupe, sa musculature, sa forme. Bref, de tout le trio, c'est François Civil qui m'a le plus marqué. On n'oublie pas évidemment Gilles Lelouch, qui est carrément incroyable. Pareil pour Karim Leclou, pareil pour Adèle Exarchopoulos. Franchement, je l'ai bien aimé dans ce film. Bref, Bac Nord, c'est un film coup de poing que je vous recommande. Et voilà, foncez le voir, c'est un véritable chef-d'œuvre du cinéma français. Cocorico. Numéro 2, Don't Look Up d'Adam McKay. Don't Look Up fait partie de ces films qui font office de bonnes surprises de fin d'année. Comme par exemple Ghostbusters, qui aurait pu figurer dans ce classement, mais malheureusement lui, il ne l'est pas. Et quelques autres films. Mais bref, si de base tu me présentes un film dans lequel se trouvent Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, et ben à ce moment-là, je dis oui tout de suite et je regardais direct. Et encore une fois, c'est un film dont je pourrais vous faire une vidéo, mais comme il me restait plus beaucoup de temps avant la fin de l'année, ben j'ai préféré vous en parler ici. Mais bref, Don't Look Up d'Eddie Cosmic est une comédie noire qui nous raconte en gros l'histoire de 2 scientifiques qui ont découvert une comète, mais qui malheureusement s'abattra sur la Terre. Et pas qu'une seule partie de la Terre, mais genre toute la planète entière. Et donc, vous l'avez compris, le mot d'ordre du jour de ce film, c'est... Alors, que dire de ce film? Alors, de base, en dehors des films d'horreur, ben, les films catastrophes, c'est pas trop mon truc, surtout après le dernier film que j'ai regardé, à savoir 2012, dont je m'en suis toujours pas remis de mes émotions. Mais curieusement, ce film, Don't Look Up, c'est un film qui était censé déprimer, mais pourtant, j'en suis très satisfait plutôt. Parce que d'un côté, tu as des scientifiques qui essaient de signaler l'arrivée d'une comète, et donc ils demandent au gouvernement américain de prendre des mesures afin de défier la comète ou de la supprimer même. Et au lieu de tout mettre en œuvre pour que la catastrophe ne se produise pas, soit le gouvernement ou même le peuple discrédite ces scientifiques, soit ils vont récupérer des minéraux de la comète afin de créer de nouveaux smartphones dernier cri. Et pourquoi est-ce que je trouve que ce film est satisfaisant? Eh bien tout simplement parce que la catastrophe se passe ou pas, on se rend vraiment compte de la connerie humaine. Bon oui, au lieu de faire en sorte de défier la comète, eux ils choisissent l'argent, le fric. Sauf que quand tu meurs, le fric ça vaut plus rien, à moins que tu aies un plan de recours. Autrement, tu peux pas penser à ça, non? Bref, c'est un film qui dénonce toute la toxicité de notre génération actuelle, à savoir tu même sur internet, sur une personne que tu discrédites, du matérialisme démesuré et irréfléchi, et certains comportements irrationnels par rapport à la chose. Et le pire c'est que c'est en rapport avec notre situation actuelle, notamment avec le Covid. Depuis le début de la pandémie, quand on avait parlé, presque personne n'y croyait pas. Et pourtant, une fois que c'est arrivé, ça fait super mal. Et dans ce film, c'est pareil. Au début, la comète arrive, rien à foutre. Juste ne regarde pas en haut et tu vas voir que le gouvernement ne te ment pas. Mais une fois que ça arrive près de chez toi, presque par-dessus ton nez, là, tu fermes ta gueule. Là, tu te résines et là, à ce moment-là, tu sais qu'il est trop tard. Bref, je vous en dis pas plus. La prestation des acteurs, je n'ai rien à dire. Léo DiCaprio a toujours fait du bon travail, comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé le voir en tant que scientifique
asthmatique, puisque au départ, on ne le croyait pas, et après avoir participé à une émission, animée par Kate Blanchett, et ben, tout le public finira par l'apprécier, et du coup, il attrape la grosse tête, et voilà, il a pété des plombs. Ah, tous des cons. On n'oublie pas évidemment Jennifer Lawrence, qui est vraiment incroyable là-dedans. J'ai beaucoup aimé les différents plans sur son visage, quand elle met du doute, sa réaction lorsque les gens ne l'écoutaient pas. Toute cette crise de colère très justifiée, et en plus de ça, elle écoute Wu-Tang Clan. Bref, Don't Look Up d'Eddie Cosmic, une très bonne surprise de fin d'année, et franchement, je regrette de ne pas pouvoir faire la critique un peu plus longue. Et enfin, le numéro 1 des meilleurs films que j'ai vus en cette année de 2021, c'est West Side Story de Steven Spielberg. Ok, alors cette partie-là, exceptionnellement, je vais vous la faire en voix off parce que j'étais pas très satisfait de la qualité son. Et puis surtout, j'étais très fatigué. Alors voilà, West Side Story de Steven Spielberg, donc comme je vous l'ai dit dans la critique originelle, bah, c'était une grande découverte. J'ai presque tout apprécié dans ce film, que ce soit au niveau des chorés, au niveau de la musique, même si les chansons avec Tony et Maria, j'étais pas trop fan. Les comédiens, tous autant qu'ils sont excellents. Ça se voit qu'ils ont dû répéter à moult reprises pour arriver à un tel résultat, tel qu'on le voit aux salles de cinéma. La photographie, les jeux de lumière, la qualité de l'image, bref, la nouvelle adaptation de la pièce de Broadway. Franchement, elle n'a vraiment rien à envier à la version de 1961. Alors, évidemment, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit de la critique, mais il y a d'autres aspects que j'ai appréciés que je ne vous ai pas encore parlé. Comme par exemple le personnage non binaire, dont j'ai cru voir à première vue que c'était un portoricain qui voulait s'allier aux Jets, alors qu'en fait non, c'est une personne non binaire, et pourtant le malheureux n'arrête pas de se faire rejeter. Et ensuite, je m'en étais pas rendu compte au premier visionnage, mais j'ai bien apprécié la participation de Rita Moreno qui avait déjà joué dans la première version de 1961, dans le rôle d'Anita, la copine du chef des Sharks. Et je vais pas vous spoiler, mais il y aura un certain moment où son nouveau rôle va interagir avec la nouvelle Anita que perso j'ai beaucoup apprécié. Enfin bref, je vous en dis pas plus, ce film figure à la première place du classement et franchement, il le mérite amplement. Un grand bravo à vous, maître Spielberg. Et j'ajouterai même quelques mentions spéciales, comme par exemple le dernier duel. Bon, il ne figure pas dans ce classement parce que il n'y a que le combat qui m'a vraiment intéressé. Justice League 2021, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Ghostbusters Afterlife, Respect, Pleasure. Voilà des tas de films. Mais si le ratio avait été bon, il m'aurait fallu faire cette vidéo en 2 parties distinctes, comme ça a été fait la première fois. Et voilà, je préfère m'en tenir sur le format qui a le plus marché, quoi. Mais bref, c'en est tout pour cette vidéo consacrée au flop et top 2021. Donc j'espère que ça vous a plu. Et par la même occasion, je vous souhaite une très bonne année 2022. Donc aujourd'hui, on est le premier, donc ça n'a plus de sens du coup. Mais bref, on s'en fout. Merci à vous tous de m'avoir suivi jusque-là. Donc j'espère que ça va continuer d'ici les prochains jours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et d'ici là, mes chers amis, en attendant la prochaine, portez-vous bien. Ciao.